for Caradoc, Careers and Doctors, an association based in Paris-Saclay, helping PhD students and postdocs find a career. Today we are interviewing Sylvie Pommier, Vice President in charge of the doctorate at Université Paris-Saclay. Bonjour Sylvie. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette vidéo. Est-ce que vous pouvez commencer par nous parler un petit peu de vous et notamment de votre poste à l'Université Paris-Saclay et au RNCD? Oui, alors je suis donc Sylvie Pommier, je suis professeure à l'Université Paris-Saclay et je suis par ailleurs vice-présidente adjointe pour le doctorat à l'Université Paris-Saclay et également présidente du réseau national des collèges doctoraux. Alors peut-être pour préciser, parce que c'est un petit peu cette occasion, j'avais dirigé une école doctorale à l'ENS à l'époque où c'était des établissements indépendants. Et en fait, j'ai accompagné tout ce cheminement sur le doctorat progressivement à travers la construction de l'Université Paris-Saclay, le regroupement des établissements dans ce nouvel établissement. Merci beaucoup. On va revenir un peu sur le réseau national des collèges doctoraux, dont vous êtes la présidente, et notamment sur l'étude que vous avez menée en tant que présidente de ce collège doctoral. Donc vous avez mené cette grosse étude sur plus de 10 000 doctorants, il y a aussi des encadrants. Est-ce que vous pouvez nous parler, pour commencer, du contexte et des motivations qui vous ont mené à faire cette étude? Oui, alors en fait, on avait plusieurs objectifs. Un objectif en fait long terme, qui est que on observe qu'en France, depuis une dizaine d'années, on a une baisse du nombre d'inscriptions au doctorat d'à peu près 2% par an. Donc c'est vraiment quelque chose qui est inquiétant, parce que le doctorat c'est le cœur de la recherche, et donc il faut comprendre les raisons, essayer de réagir et de trouver des solutions. Donc il y avait déjà ça à la base, et c'était aussi quelque chose qui a été à la base, qui a fait l'objet de discussions lors de la concertation pour la loi pour la recherche, ou LPR, dont on a beaucoup entendu parler. Et dans le cadre de la LPR, un certain nombre de mesures sont passées au niveau de la loi pour le doctorat, donc toute une panoplie. Et on savait que, de ce fait, l'arrêté ministériel qui concerne le doctorat devait évoluer pour intégrer tous ces changements législatifs. Du coup, on voulait être prêt avec des éléments remontant du terrain, concrets, étayés, avec beaucoup de réponses, pour pouvoir avoir, disons, une influence sur ces changements qui allaient se mettre en place et sur la réforme de l'arrêté. Donc, on a interrogé les 70 000 doctorants qui étaient inscrits en doctorat en 2020-2021, et on a eu plus de 11 500 réponses, et leurs encadrants, donc là je ne sais pas combien ils sont, mais on a eu 5 800 réponses encadrants. Donc dans les deux cas, on estime qu'on a eu à peu près 16% de taux de réponse. Ok. Donc c'est assez représentatif finalement, vous êtes assez confiante dans ces réponses. Oui, tout à fait. Donc on a été regarder en fait la répartition des répondants en termes de discipline, de français, d'étrangers, d'hommes, de femmes, de doctorants financés pour leurs travaux, de doctorants qui ne sont pas financés, et les comparer aux répartitions complètes qu'on connaît par ailleurs dans les statistiques nationales pour veiller à la représentativité. Donc l'enquête est un petit peu mériterait d'être un peu redressée, puisqu'en fait il y a un petit peu plus de sciences fondamentales, enfin sciences et technologies plutôt, et un petit peu moins, disons, en SHS, et en particulier dans le domaine des humanités, lettres et langues, que dans la population générale. Mais chaque fois que ça avait une influence sur le résultat, du coup, on a isolé domaine par domaine pour que on ne soit pas influencé par ce petit biais de représentativité. Ok, et il y a aussi des résultats qui sont disponibles pour l'Université Paris-Saclay. Tout à fait, donc on a pu restreindre effectivement à l'Université Paris-Saclay, puis aussi à d'autres établissements en France, donc on a une restriction aux doctorants de l'Université Paris-Saclay. Du coup, j'en profite pour parler un petit peu plus précisément de l'Université Paris-Saclay en soi et du doctorat. Vous êtes certainement la meilleure personne pour nous en parler. Est-ce qu'il y a des spécificités du doctorat à Paris-Saclay en comparaison au doctorat dans d'autres universités de France? Oui, alors je dirais que déjà l'Université Paris-Saclay a eu la volonté de mettre là, tout simplement une vice-présidence chargée du doctorat. Donc le doctorat est au cœur de son projet. On a construit dès le début un collège doctoral. On annonce que l'Université Paris-Saclay, et c'est pas une annonce, c'est une réalité, c'est une université intensive en recherche. Voilà, typiquement en France, on va avoir 3% des diplômés d'enseignement supérieur qui sont des docteurs. Okay. À l'Université Paris-Saclay, c'est le double, c'est 6%.
pourrait espérer que ce soit plus, mais c'est déjà beaucoup. Et donc, on a effectivement toute cet environnement qui met le doctorat au cœur de la recherche et au cœur du projet de l'université. Donc, on a à peu près 1 millier de nouveaux inscrits par an, 1 millier de soutenances par an, ici, avec 4500 doctorants à peu près sur l'université. Les grands thèmes qui sont abordés par l'Université Paris-Saclay, ça va être... est-ce qu'il y a des grands thèmes ou est-ce que c'est très général? Oui, alors on va retrouver en fait une université qui couvre tous les domaines, mais avec disons un petit peu moins, je dirais, SHS que d'autres universités. Donc c'est une université où tout ce qui est sciences humaines et sociales, on a des pépites, mais en volume c'est moins représenté qu'au niveau national. Et on a des domaines qui sont extrêmement bien représentés, notamment les mathématiques, la physique. Vous savez que les mathématiques, premier au monde, oui. La physique, premier en Europe. Donc voilà, c'est des très bons résultats. Et mais je dirais qu'il y a une caractéristique à l'Université Paris-Saclay, au-delà des disciplines couvertes, qui est le caractère un petit peu des plateformes expérimentales. Oui. Ici, on est dans un environnement un petit peu à la campagne, mais surtout il y a de la place, donc ça a permis vraiment des constructions de bâtiments pour l'enseignement, pour la recherche, mais aussi des constructions de plateformes expérimentales qui sont très importantes. Certaines sont uniques au monde, et voilà, bon, je ne vais peut-être pas toutes les décrire, mais c'est vraiment une université qui a une forte dimension expérimentale. Grands instruments. C'est ça, donc on a des lasers, une grande plateforme pour faire des nanosciences et nanotechnologies, un grand calculateur qui est le calculateur Jean Z, dont vous avez sûrement entendu parler, des animaleries, enfin il y a plein de choses. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui est une grande caractéristique de cette université. Et beaucoup de nos doctorants font des travaux justement dans ces structures et dans ces grands instruments. Oui, on va en parler justement des doctorants de l'Université Paris-Saclay et surtout de leur réponse à la grande étude menée par le RNCD. Est-ce qu'il y a des points que les doctorants ont vraiment appréciés sur le doctorat, sur leur accompagnement, etc. Vraiment des points qui ressortent? Oui, alors on avait effectivement la première chose qui ressort de cette étude, je dirais au niveau national, c'est qu'on voit un haut niveau de satisfaction. Donc on avait interrogé les doctorants et les encadrants d'ailleurs sur leur vision du doctorat, pourquoi faire un doctorat, à quoi ça sert, c'est quoi sa fonction dans la société, pourquoi, là c'était que pour les doctorants, pourquoi vous-même vous allez vers un doctorat, comment ça se passe, quel est votre état d'avancement, est-ce que vous êtes satisfait de vos encadrants, enfin voilà, il y a beaucoup de questions, je dirais, de l'admission au doctorat, du parcours avant le doctorat, pendant le doctorat, pourquoi on y va, comment ça se passe, comment on est suivi, et aussi comment on se projette sur son devenir professionnel. Donc ce qu'on a vu, c'est qu'en fait on avait un haut niveau de satisfaction vis-à-vis des encadrants, vis-à-vis du déroulement de la thèse, et bien sûr il y en a qui sont en difficulté, on y reviendra peut-être après, mais ce niveau de satisfaction il est vraiment, on doit avoir 68% des doctorants qui se déclarent satisfaits ou très satisfaits de leurs encadrants. Et on a par ailleurs à l'Université Paris-Saclay 10 points de plus de satisfaction par rapport au niveau national, donc c'est quelque chose qui est notable. Alors il y a plusieurs raisons à ça, mais on peut dire notamment que un point important, c'est qu'on a choisi dès le début de veiller à ce que les doctorants à l'Université Paris-Saclay, lorsqu'ils sont en formation initiale, ils soient financés pour préparer leur thèse. Oui. Et peut-être les facteurs d'insatisfaction ou de satisfaction, on pourra en rediscuter après, mais d'abord, c'est quand les doctorants qui sont insatisfaits, c'est des doctorants qui sont abandonnés, pas encadrés par leur directeur de thèse, qui les voient pas souvent. Et voilà, on a ici des pratiques où il y a un encadrement qui est assez étroit, avec pas trop de doctorants par directeur de thèse et des fréquences de rencontres qui sont généralement hebdomadaires. Il y a la question du financement qui est vraiment le nerf de la guerre. Voilà, tout à fait. C'est vrai, quand les doctorants ne sont pas financés, les situations sont complexes, instables, avec des revenus irréguliers, et parfois c'est pas seulement le financement de la rémunération du doctorant, mais aussi les moyens pour faire les travaux eux-mêmes. Donc ça peut être un obstacle à l'avancement du projet de recherche. Des doctorants qui ont leur propre ordinateur pour travailler. Exactement. Donc on a constaté que on a demandé aux doctorants finalement est-ce qu'on mettait à leur disposition un ordinateur pour pouvoir faire leurs travaux,
Et c'est presque, je vais pas dire systématique, mais c'est la très grande majorité à l'université Paris-Saclay, c'est déjà moins la majorité au niveau national. Et parmi les doctorants qui sont pas satisfaits, on va rencontrer plus d'un tiers à qui on n'a donné aucun moyen pour faire ces travaux. Et à propos de l'encadrement que vous disiez qui était vraiment très soutenu et très suivi, il y a aussi du co-encadrement. Est-ce que c'est apprécié ou pas par les doctorants? Oui, alors ça c'est quelque chose qui sort fortement dans l'enquête. Les doctorants, en fait, sont très souvent co-encadrés. Donc c'est 2 tiers, je pense, qui sont co-encadrés au niveau national. Ça atteint 80% à l'université Paris-Saclay. Ça atteint 85% au niveau national si on regarde le domaine des sciences et techniques. Donc on a vraiment une pratique du co-encadrement qui est très généralisée. C'est quelque chose dont on n'a pas toujours conscience. Et quand on demande, les questions qui étaient posées, c'était est-ce que vous avez un seul directeur, enfin avez-vous une équipe d'encadrement? Et il y avait des réponses qui étaient proposées. Non, je n'ai qu'un directeur de thèse. Ou oui, et l'équipe se coordonne et s'entend bien. Ou oui, mais ils se coordonnent mal, ils donnent des injonctions contradictoires. Ou oui, mais ils ne s'entendent pas, il y a des tensions dans l'équipe. Voilà, donc il y avait quelques autres options. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que on a une forte proportion des doctorants qui sont co-encadrés, que quand on croise ça avec la satisfaction qu'ils ont à l'égard de leur encadrement, le fait d'être co-encadré est un facteur positif, clairement positif, mais sous réserve que l'équipe d'encadrement s'entende bien. Parce que dès qu'ils s'entendent mal ou qu'ils se coordonnent mal, à ce moment-là, c'est un facteur d'insatisfaction qui est très clair. Oui, en fait, on se retrouve à faire 2 ou 3 thèses en parallèle. Ah, voilà, c'est ça. Et puis, on a des orientations différentes, on ne sait pas comment arbitrer, voilà. Le travail en équipe, il est aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire entre doctorants. Quand un directeur de thèse a plusieurs doctorants, pareil, on a posé la question, est-ce que vous pensez que c'est un facteur positif parce que vous pouvez coopérer, vous entraider, ou au contraire c'est un facteur négatif parce qu'il y a des concurrences entre vous, ou parce que vos encadrants n'ont pas assez de disponibilité pour vous. Et en fait, on constate que la plupart du temps, c'est jugé comme étant un facteur positif, et quand les concurrences entre doctorants c'est extrêmement faible, il y en a très peu, et par contre, quand il y a trop de doctorants par directeur de thèse, là on voit arriver le problème de la disponibilité. Donc à chaque fois, pour la coopération, que ce soit au niveau de la supervision de la thèse ou des doctorants, il faut trouver le juste milieu, mais c'est plutôt ce qu'il y a en général. Voilà, c'est plutôt ce qu'il y a en général, mais surtout ça bat en brèche un préjugé qui est que le doctorat c'est un travail solitaire, sur quelque chose qui est très intellectuel, mais peu en prise avec du travail d'équipe. Et en réalité, la réalité du travail du doctorat, aussi bien à l'université Paris-Saclay qu'au niveau national, c'est vraiment un travail d'équipe, une équipe de doctorants dans un laboratoire avec souvent une équipe d'encadrants. C'est vraiment de la collaboration. Et notamment, est-ce qu'il y a de la collaboration internationale? Est-ce qu'il y a beaucoup d'internationaux dans les labos? Oui, alors, on a effectivement... le doctorat, c'est très particulier à cet égard, puisque c'est la population qui est la plus internationalisée. On va avoir en doctorat 40% des doctorants qui sont étrangers à l'université Paris-Saclay, mais même au niveau national, c'est les mêmes ordres de grandeur. Et donc, ils viennent de tous les pays. Voilà. On a une petite particularité ici, par rapport au niveau national, c'est qu'on a une proportion beaucoup plus importante des doctorants qui viennent de pays non francophones. Ah oui. Voilà, donc ça c'est quelque chose, on a une internationalisation peut-être un petit peu différente de ce qu'on a au niveau national, mais on est dans les mêmes ordres de grandeur. Donc il y a beaucoup de doctorants internationaux, on a aussi bien sûr des Français qui partent à l'international ou qui ont des mobilités pendant leur thèse, mais pas tant que ça. Par contre, le fait d'être plongé comme ça dans un environnement international, parce que on travaille avec d'autres doctorants d'autres pays, parce qu'il y a des chercheurs dans le laboratoire qui sont internationaux, et puis surtout parce que la recherche c'est international, donc on va aller consulter un état de l'art, communiquer sur ses travaux, en conférence, par des articles, même simplement lire des articles qui viennent du monde entier, ça ouvre les esprits et ça fait rencontrer le monde entier. C'est vraiment ce qu'on appelle être capable d'évoluer dans un contexte international, à la fois en termes de langue, mais aussi en termes d'échange, de culture, d'accès en fait à ce qui se fait dans le monde entier. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux,
Et on a la chance, quand on est en doctorat, de pouvoir s'internationaliser à la maison, je dirais, puisqu'on va être plongé dans un environnement international avec tous ces doctorants qui viennent du reste du monde. Et en parlant de chance que peuvent avoir les doctorants, on sait qu'ils ont été très satisfaits, qu'ils montrent des points de satisfaction comme l'encadrement. Est-ce qu'il y a des points qui sont des richesses pour les doctorants, mais dont ils ne se rendent pas compte? Peut-être quelque chose qui serait ressorti dans l'étude, mais de la part des encadrants cette fois? Oui, alors ce qu'on a vu à travers en fait l'étude, c'est que d'abord on a demandé aux encadrants comme aux doctorants quelle était la fonction du doctorat pour la société et qu'est-ce qui les avait amenés à aller en doctorat. Et on voit très clairement que les doctorants, ils sont venus en doctorat d'abord pour leur projet de recherche, par curiosité pour leur sujet. Ce qui les motive, c'est d'abord la recherche qu'ils vont faire maintenant, c'est faire de la recherche, voilà, c'est ça qui va les passionner. Et puis quand on les interroge sur la façon dont se déroulent leurs travaux, ils mettent en avant vraiment tout ce qui est développement de leurs travaux, de leurs activités de recherche. Et par contre, l'aspect des compétences développées dont ils pourront bénéficier toute leur vie est sous-estimé par les doctorants et beaucoup plus reconnu ou vu par les encadrants. Alors on leur a posé une petite question aussi toute simple qui était comment vous considérez-vous sur une échelle entre surtout étudiants jusqu'à surtout chercheurs. Alors évidemment, ça évolue au cours de la thèse. Oui. Au début de la thèse et la fin de la thèse, tout ça évolue un petit peu. Mais la même question était posée aux encadrants. Comment voyez-vous les doctorants, surtout étudiants, surtout chercheurs, autant les deux? Et en fait, les encadrants voient beaucoup plus leurs doctorants comme des chercheurs. Et les doctorants se voient moins, je dirais, sur cette échelle. Disons qu'ils voient moins, en fait, ils ont moins une identité de chercheur que celle que leur voient leurs encadrants. Okay. Et surtout, les compétences, je dirais, long terme, la culture scientifique, l'esprit critique, la capacité à évoluer dans un contexte international, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux. On va pas forcément avoir dans d'autres activités, hein, donc quelqu'un qui est diplômé à bac plus 5, même en sortant d'une grande école, quand il va sortir sur le marché du travail, c'est rare qu'on lui confie un projet, je dirais avec un terme de 3 ans, un projet complexe, et surtout sur lequel, naturellement, on doit évoluer dans un contexte international. Et donc cette particularité, faut en avoir conscience, c'est tout à fait rare, précieux, et pas spécifique au doctorat, mais quand même une caractéristique commune à la plupart des doctorants. Ok. Et pour revenir sur comment les doctorants se voient et voient leur doctorat, est-ce que vous diriez qu'ils ont une vision à plus court terme, court moyen terme, alors que les encadrants ils voient plus large? Oui, tout à fait. Les encadrants, effectivement, se rendent mieux compte de l'importance du doctorat, je dirais, dans la fonction pour la société. Ils voient l'importance des doctorants pour la production scientifique, etc. Et ils la reconnaissent, puisqu'ils disent vraiment, on a 72% des encadrants qui disent que toute ou plus de la moitié de leur production scientifique a été faite avec des doctorants. Donc ça, c'est très clair. Mais par contre, dans la fonction qu'ils voient du doctorat pour la société, ils voient vraiment l'importance d'irriguer tous les secteurs de la société avec des gens qui ont été formés par la recherche, la capacité en fait d'avoir pareil, irriguer la société avec des gens qui sont capables d'éclairer les débats publics sur des questions émergentes, scientifiques. Les doctorants le voient beaucoup moins. Et ils se rendent moins compte en fait, l'importance qu'a cette formation par la recherche pour eux-mêmes, pour toute la vie et pour la société en général. Et d'ailleurs, ça nous permet de rebondir sur une grosse incertitude qu'ont les doctorants sur leur avenir. Puisque est-ce que vous pensez déjà que c'est lié à cette vision à trop court terme? Est-ce qu'il y a des solutions pour que les doctorants arrivent à vraiment voir plus large sur ce point-là? Alors, je pense qu'il y a plusieurs aspects. Alors ça, c'est le point noir par contre de l'enquête, hein, tout à fait. On voit effectivement qu'une part importante des doctorants se déclarent inquiets ou très inquiets quant à leur perspective professionnelle. C'est même un point où on a du mal à comprendre. J'ai regardé la restriction de l'enquête aux doctorants de l'université Paris-Saclay dans les domaines maths et informatique, où tous se placent très très bien, très vite, souvent avant même d'avoir soutenu et dans d'excellentes conditions. Ça, c'est des domaines pour lesquels l'université est très reconnue.
Et malgré tout, on en a un quart qui sont inquiets ou très inquiets pour leur avenir. Donc là, on voit bien quand même qu'il y a certainement des inquiétudes qui sont tout à fait fondées, mais il y a aussi des inquiétudes qui sont démesurées par rapport à la réalité, pas en correspondance avec la situation réelle du devenir professionnel. Alors ça peut être effectivement parce que quand on s'intéresse d'abord à la recherche, on a naturellement envie de continuer en recherche, surtout quand on est bien, que ça se passe bien, ça donne envie de continuer dans le même domaine. Et puis à ce moment-là, on n'envisage pas forcément qu'il y a d'autres devenirs professionnels qui sont possibles. Alors il y a la recherche privée, mais il y a aussi beaucoup de métiers dans lesquels les compétences qu'on a développées en doctorat sont très utiles et sont appréciées. Mais pour ça, il faut rencontrer des gens qui viennent de ces domaines professionnels, parce que les encadrants, eux, ils sont dans leur métier, ils l'apprécient, ils peuvent en parler, ils peuvent éventuellement parler positivement d'autres métiers, mais ils les connaissent pas. Oui. C'est pas les personnes les mieux placées pour en parler. Donc c'est important d'avoir des événements, des moments comme votre convention, voilà, votre convention, qui permettent de les rencontrer, ou ce qu'on fait avec PhD Talent. Donc ça, c'est des moments, voilà. Et on essaie de les organiser au niveau des graduate schools, au niveau d'événements, d'organiser peut-être aussi des moments de mentorat qui permettent de faire connaître d'autres professions. On a vu aussi un autre facteur d'inquiétude, qui est simplement le fait de ne pas avoir d'informations. Donc, on leur a posé la question, êtes-vous inquiet, plus ou moins inquiet sur votre devenir professionnel? Quels sont les obstacles que vous voyez à vos projets? Donc, il y avait une série d'obstacles imaginés. Et puis, avez-vous de l'information sur le devenir professionnel du docteur? Et puis, jugez-vous cette information adaptée, pertinente? Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, plus les doctorants étaient inquiets, et moins ils déclaraient qu'ils avaient accès à de l'information. Réciproquement, plus ils étaient en confiance et plus ils avaient l'information. Donc en fait, simplement, et quand ils avaient de l'information, ils la jugeaient en général adaptée et pertinente. Donc en fait, simplement d'avoir de l'information sur le devenir professionnel des docteurs, c'est déjà très important, tout simplement, pour être plus confiant. Alors, pourquoi on a ces difficultés? Là, c'était au niveau national, hein. Mais même à l'université Paris-Saclay, où on sait qu'on a l'enquête emploi, elle est sur le site, comme on a beaucoup de diplômés, on arrive à avoir des chiffres qui sont statistiquement significatifs. Malgré tout, il y en a qui ne la trouvent pas. Elle est sur le site de l'université Paris-Saclay, du coup. Oui, tout à fait. On a les enquêtes emploi. Donc, ce qu'on a, c'est que, comme je disais tout à l'heure, les docteurs représentent 3% des diplômés d'enseignement supérieur. Mais pour un nombre d'établissements qui est le même que pour tous les autres diplômés. Donc ça veut dire que dans chaque établissement, il n'y en a pas beaucoup. Alors, ici, c'est un peu particulier, on a des effectifs qui sont importants, mais sinon, les nombres sont petits. Et puis en plus, ça couvre toutes les disciplines. Et bon, effectivement, les types d'emplois, les carrières, les rémunérations vont être quand même assez différentes selon les disciplines. Donc on a intérêt à regarder grand domaine par grand domaine, que les choses soient comparables. Et ça, c'est très difficile à constituer à l'échelle d'un établissement. Donc, on a vraiment besoin de mettre des choses en commun au niveau national pour pouvoir avoir simplement des chiffres suffisamment importants, des effectifs suffisamment importants. Donc voilà, je pense qu'il y a un enjeu ici d'information sur ce que sont les débouchés. Et la première manière d'avoir des informations sur ce que sont les débouchés, c'est que nos docteurs répondent aux enquêtes. Donc j'en profite pour passer le message, répondez aux enquêtes emploi, c'est très important pour les doctorants. Dernier point quand même qui reste important, c'est que il faut effectivement de l'information, mais on a aussi une information qui est pas statistique, qui est une culture générale, oui. Quelque chose qui est un peu culturel. Et là, on s'aperçoit qu'entre les Français c'est pas les Français, c'est ceux qui ont grandi en France, ont fait leurs études en France, et ceux qui viennent de l'étranger, le niveau de confiance dans leur devenir professionnel est complètement différent. Les Français sont 2 fois moins confiants que ceux qui ont grandi en France, ont fait leurs études en France, sont à peu près 2 fois moins confiants sur leur avenir professionnel que ceux qui viennent de l'étranger. Donc il y a plusieurs facteurs à ça. Ça peut être une atmosphère générale qui donne l'impression que le doctorat est pas bien reconnu, ou des préjugés culturels en fait. Mais ça peut être aussi tout simplement que quand on vient d'un pays où le doctorat a une forte reconnaissance, où c'est le diplôme phare,
on a effectivement une représentation de ce qu'est le doctorat qui est beaucoup plus positive. Ok. Et donc ça, c'est vraiment la grosse difficulté auquel les doctorants font tous face. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés assez classiques et est-ce que vous avez des réponses à apporter à ça? Parce que j'imagine que Paris-Saclay a vraiment beaucoup de moyens à mettre en œuvre et les doctorants ne le savent pas forcément. Oui, alors justement, là aussi, l'effet de taille fait que même quand ça se passe mal, je voudrais vraiment dire, parce que au moment où est sortie notre étude, est sorti un livre, c'était un hasard du calendrier, d'Adèle Combe, comment l'université broie les jeunes chercheurs, harcèlement, précarité, loi du silence. Très violent. Voilà, très violent. Moi, je ne doute pas que ce qu'elle relate est certainement arrivé. Par contre, bon, sur la fréquence de ce genre de choses, c'est assez rare. Mais même si c'est rare, nous, ce qu'on a, c'est qu'à l'échelle de l'université Paris-Saclay, vu la taille, effectivement, on commence à en voir un certain nombre. C'est pas très fréquent, hein, on estime que c'est à peu près 5-10% de nos doctorants qui rencontrent des difficultés importantes, mais ça existe. Et c'est vrai qu'on a une typologie des cas qui est assez bien établie. Alors, quelles sont les difficultés, je dirais, les plus courantes? Alors, il y a des difficultés, là, qui touchent plus que 10%, qui sont, je dirais, intrinsèques au doctorat. Oui. Et qui sont, je vais pas dire normales, mais qui sont liées à ça, qui sont liées à la difficulté de ce diplôme et à ses particularités. Alors, tout simplement, quand on fait un projet de recherche, on est en terre inconnue. Oui. On ne sait pas si le projet va aboutir. C'est la recherche. C'est la recherche. On arrive sur un sujet, on est en général sélectionné parce qu'on a été brillant, on a un beau projet, mais quand on fait un doctorat, je vais pas dire entre guillemets, il suffit pas d'être brillant. Il y a aussi un facteur chance, il y a des opportunités, il y a les travaux qui avancent plus ou moins bien, et puis il y a tous les aléas de la recherche. Donc on peut être confronté effectivement au doute, à l'incertitude, aux aléas de la recherche, aux échecs parfois, et pour certains c'est la première fois en doctorat qu'ils rencontreront un vrai échec dans leur vie. Oui. Ça ne veut pas dire que la thèse est un échec, c'est voilà, transitoirement, on n'obtient pas ce qu'on veut, ça marche pas, on met un an parfois à avoir des premiers résultats. Faut quand même garder le moral, hein, rester un an à travailler et pour qu'on arrive à avancer, ça prend du temps. Il y a aussi le fait, effectivement, d'arriver sur un sujet en débutant sur ce sujet, et puis de prendre connaissance du contexte international sur le sujet, de tout ce qui s'est dit, et avant de rajouter sa petite pierre à l'édifice, déjà il faut se rendre compte de l'ampleur de l'édifice. Donc quand on commence à se rendre compte qu'il va falloir faire quelque chose d'original au niveau international, dans un domaine qui a déjà été beaucoup travaillé par beaucoup de gens, de tous les niveaux, mais parfois des chercheurs très expérimentés, ça peut faire peur et c'est assez angoissant. Et en plus, on n'a pas les évaluations comme on a à l'école, où on est tous confrontés au même sujet. On a une note à la fin qui permet de se dire, ça rassure. Je sais pas ce que... Là, effectivement... Il y a un cadre qui est fixé, là, on est lâché dans la nature. Chacun a son projet, bien sûr, puisque une thèse, ça doit être original, on doit produire des connaissances originales. Donc chacun a un sujet, il est différent des autres, et donc c'est difficile de se comparer aux autres, c'est difficile de se rassurer aussi en disant, c'est normal au stade où j'en suis de pas encore avoir eu de résultats, ou de pas encore maîtriser tout mon champ scientifique, c'est tout à fait naturel. Donc ça peut être assez angoissant. Donc face à ça, déstabilisant peut-être un peu. Déstabilisant. Et donc face à ça, il faut être, moi ça c'est plutôt un message pour les encadrants, de bien y penser et de se rendre compte de ce cheminement intellectuel qui prend du temps. Et que quand on est chercheur, quand on voit quelque chose qu'on comprend pas, où on sent que le contexte scientifique il est pas clair, qu'il y a des controverses, que les gens sont pas d'accord, en général on se dit c'est bien, là il y a à gratter, c'est une source de motivation. Quand on est chercheur débutant, doctorant au début, ça peut être une source d'angoisse. Et avant de faire ce cheminement qui fait que là où on trouve la norme et de voir dans l'incertitude, le doute, la méconnaissance, d'y trouver finalement une sorte d'inconfort et d'angoisse, au contraire, d'y trouver une source de motivation et d'enthousiasme, ça demande une vraie transformation. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile, pas pour tout le monde, et pas au même degré pour tout le monde,
mais c'est difficile. Donc on sensibilise les encadrants à faire attention, à bien accompagner les doctorants, et typiquement de résister aussi les pratiques classiques des encadrants qui sont que quand on a on regarde des résultats, on va oublier finalement ce qui va bien, on va dire il y a ça à améliorer, il y a ça, c'est pas tout à fait précis, il faudrait la compléter par une autre manip ou par une autre analyse, et en oubliant parfois de tirer les enseignements de ce qui est déjà été obtenu, ce qui est déjà assuré, ce qui permet déjà de stabiliser des résultats. Donc faire très attention à ça. Faire très attention aussi quand reviennent les premiers retours des articles. Les articles, oui. Voilà. Donc on écrit son premier article, on y met tout son cœur, et puis les rapports des reviewers reviennent, et il y a des critiques qui sont souvent très dures à vivre, et on voit souvent et c'est normal. C'est normal parce que les reviewers vont mettre toutes leurs critiques et souvent vont demander des corrections majeures, non pas parce qu'il y a besoin de corrections majeures, mais parce qu'en mettant correction majeure, ils s'assurent que ça va revenir devant eux et qu'ils vont pouvoir vérifier que les corrections demandées ont bien été faites. Donc faut pas y voir un jugement de valeur, c'est juste une procédure un peu technique qui fait qu'ils vont pouvoir regarder. C'est pas qu'il y a des défauts majeurs dans l'article, c'est que c'est une manière d'assurer qu'ils vont pouvoir regarder si ce qu'ils ont demandé est bien fait. Donc il faut préparer les doctorants et qu'ils ne se fassent pas, qu'ils ne prennent pas les choses trop durement. Donc ça c'est tout à fait, je dirais c'est la vie, il faut faire un peu attention, mais je dirais c'est la vie des doctorants. Et puis à côté on a des cas qui sont des vraies difficultés, je dirais là il y a des vraies défaillances, des choses qui sortent du normal, qui sont pas acceptables. Donc on va avoir, c'est quand même la source numéro 1 des difficultés, des encadrants qui peuvent être défaillants, qui s'occupent pas de leurs doctorants, qui les voient moins d'une fois par mois, qui s'occupent pas du fait qu'ils puissent avancer dans leur projet. On va avoir aussi des directeurs de thèse qui peuvent mal orienter leurs doctorants, leur donnant des consignes contradictoires, voire les harceler. Et ça peut aller assez loin. On peut avoir aussi des conflits. On constate que dans les conflits qui sont difficiles à régler, très souvent, sont des conflits entre les encadrants eux-mêmes, dans lesquels les doctorants se retrouvent obligés de prendre parti. Ça rend les choses difficiles. Ils sont dans l'œil du cyclone, quoi. Voilà, ils sont dans l'œil du cyclone. Donc, on a besoin, et dans tous les établissements, on met en place un certain nombre de dispositifs pour essayer de régler ces difficultés. Donc, typiquement, toutes les écoles doctorales ont une procédure de résolution des conflits. Alors, nous, on a une procédure commune, et c'est les écoles doctorales qui les mettent en place. L'école doctorale peut, parce qu'elle a été alertée par le comité de suivi, dire il faut une commission de résolution des conflits. Mais les doctorants peuvent la demander, les directeurs de thèse peuvent la demander. Des gens qui constatent qu'il y a un problème peuvent alerter et dire il faudrait certainement résoudre un conflit. On a une cellule harcèlement également. Donc là, c'est quelque chose qui est pour tout le monde, hein, c'est pas que pour les doctorants, mais qui est dans les établissements, qui permet, quand il y a du harcèlement, de signaler des cas qu'on constate ou de signaler qu'on en subit et d'être écouté, conseillé, accompagné dans ce qu'on vit. Alors ça peut être un conseil qui est de dire non, vous analysez mal la situation, ça n'est pas du harcèlement, donc on vous aide pour avancer dans cette situation, mais ça relève pas du harcèlement. Ça peut être aussi oui, c'est du harcèlement, on va essayer de vous aider, trouver des solutions. Parfois, ça peut être changer de directeur de thèse, parfois, ça peut être... ça peut prendre plusieurs formes. Et puis, ça peut être un harcèlement caractérisé, démontrable, et donc là, accompagner les doctorants, y compris devant la justice, à l'extérieur, puisque le harcèlement, c'est quelque chose qui est judiciaire, et en interne, avec des enquêtes administratives qui peuvent être faites dans l'établissement. Alors, donc ce panel de conseils peut être donné en toute confidentialité. Et moi, j'invite les doctorants, quand il y a des difficultés, à s'adresser, que ce soit la commission de résolution des conflits, quand c'est un conflit, ou la cellule harcèlement, si c'est du harcèlement ou de la discrimination, à s'adresser d'abord à ces structures. Ça permet d'avoir des recommandations, un accompagnement, éventuellement un accompagnement qui peut aller jusqu'à un soutien juridique, en toute confidentialité. On essaie de chercher des solutions, et une fois qu'on a trouvé des solutions bien caractérisées, là, éventuellement, on peut parler à l'extérieur.
Et puis sinon, il y a un dispositif qui est systématique, qui est le comité de suivi. Alors lui, il va pas résoudre les difficultés, c'est pas son rôle, mais il peut alerter sur les difficultés. Donc il va d'abord avoir un rôle de suivi des travaux qui sont faits, donc voir si les travaux avancent bien, si l'encadrement se passe bien, mais les comités de suivi ont pour mission aussi de poser la question, tout simplement, vivez-vous des situations difficiles? Alors ils le font peut-être pas systématiquement, mais en tout cas on leur demande de le faire. Et si jamais ils constatent qu'il y a des difficultés, de soit dire il faut convoquer une commission de résolution des conflits, soit dire qu'il y a une commission harcèlement, enfin une cellule harcèlement, enfin orienter les doctorants. Voilà. Après, il y a d'autres dispositifs, par exemple médicaux. Donc, on a un psychologue, voilà, s'il y a des difficultés d'une autre nature. Et pour si je suis par exemple un doctorant qui fait face à un problème, du coup, quelles sont mes solutions là directement? La première étape, ce serait quoi? C'est comité de suivi, commission de résolution des conflits. Et si jamais je veux faire appel à ces commissions, comment je fais? Voilà. Alors typiquement, ça dépend de la nature du problème. Et justement, parfois, on a besoin de comprendre la nature de son problème. C'est pas toujours facile de faire le diagnostic. Donc, je dirais que le comité de suivi, c'est vraiment l'avancement des travaux. Donc, on va avoir des difficultés. Si on rencontre une difficulté parce que les travaux avancent pas comme il faut, que là, ça va être vraiment le comité de suivi qui va veiller à voir si ça se passe bien. Commission de résolution des conflits, il faut qu'il y ait un conflit. S'il y a des tensions, il y a un conflit. Alors évidemment, vous voyez bien que les choses peuvent être liées, mais on peut très bien avoir un problème d'avancement des travaux sans conflit, un problème de niveau, un doctorant qui n'y arrive pas, et qui n'arrive pas à avancer, qui n'a pas le niveau de suivre requis, il y a eu une erreur, bon voilà. Ou alors, effectivement, un doctorant qui est un peu abandonné, il n'arrive pas à avancer parce qu'il n'a pas d'orientation, il n'est pas accompagné. Le comité de suivi, même s'il n'y a pas de conflit, de fait, si les gens se rencontrent jamais, c'est difficile. Mais le directeur de thèse, le comité de suivi va pouvoir dire, bon là, on constate que ça va pas. Donc, on va essayer de trouver des solutions pour que la thèse puisse aller à terme avec des gens plus impliqués. Après, commission de résolution des conflits, il faut qu'il y ait un conflit, sinon c'est pas l'objet. Et puis harcèlement, il faut subir du harcèlement. Donc ou penser qu'on le subit. Alors parfois on peut se tromper, et c'est précisément pour ça que nous on conseille d'aller vers ces outils institutionnels qui pourront aider d'une certaine manière à identifier, conseiller dans les 3 cas, en toute confidentialité. Et ensuite, voilà, des fois on se trompe, on est allé à l'endroit, mais c'est pas grave, on peut être réorienté vers le bon dispositif. Et ces dispositifs, on peut les trouver sur le site de l'université? Tout à fait, oui. Ok. Merci. Et enfin, on va arrêter avec les difficultés. Je pense qu'on a bien fait le tour. Je vais revenir sur un point que vous avez évoqué au début, qui est qu'il y a de moins en moins d'inscriptions en thèse. Et est-ce que vous auriez un conseil pour nous, qui sommes des futurs docteurs ou alors des très jeunes docteurs, pour essayer de lutter contre ce désintérêt du doctorat? Alors, effectivement, au niveau national, depuis 10 ans, il y a 2% par an de premières inscriptions en moins. Donc ça décroît après une augmentation qui avait été continue pendant 15 ans. Maintenant, depuis 10 ans, ça diminue. Alors ça tient à plusieurs facteurs, on y reviendra. Je précise qu'ici, à l'Université Paris-Saclay, depuis la création en 2015, c'est plus 4% par an depuis 5 ans. Voilà, 6 ans même maintenant, parce que j'ai vérifié récemment, ça continue sur sa lancée. Ça donne déjà un premier diagnostic. C'est-à-dire que la première chose aussi, c'est de parler du doctorat, en disant que c'est une expérience d'abord de recherche, et qui s'insère dans un environnement de recherche. Et je pense que il faut aussi encourager vos collègues à aller vers un doctorat, d'abord parce que c'est une aventure d'intellectuel. On va aller travailler sur un sujet qui passionne, dans un environnement où on peut faire de la recherche, et il faut pas hésiter, il faut y aller. Voilà, donc c'est la réalité de ce qu'est la recherche, et on voit bien que quand on est dans un environnement de recherche un peu dynamique, finalement, ça marche déjà. Donc la première chose, c'est vous pouvez parler aux étudiants de master, aux élèves des grandes écoles, et leur parler du doctorat. Parler de ce qui va bien, de ce qui va bien. Le livre qui pointait vraiment seulement des difficultés.
Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est vraiment de raconter ce que vous vivez. Voilà, ce que vous vivez, que vous faites de la recherche, que c'est passionnant, que vous éclatez sur votre sujet. Et puis, votre laboratoire, c'est un espace agréable. Et je pense que aussi, ce qui est important, c'est de parler de l'importance qu'on a pour la société. Les doctorants eux-mêmes n'en sont pas toujours conscients, mais ce rôle d'être centraux pour la recherche, vraiment tout l'essentiel de la recherche se fait avec des doctorants. Donc ça a du sens. Enfin, c'est vraiment une expérience dans la vie où ça a beaucoup de sens. Et c'est vrai que plus tard, quand on se rappelle de sa période doctorale, on s'en souvient toute sa vie. C'était un moment très particulier. C'est une expérience unique, marquante. Tout à fait, c'est unique, c'est marquant. Et même quand on continue en recherche et qu'on reste dans le domaine, on va devenir par exemple maître de conférence, c'est pas comme le doctorat. Parce qu'on va être enseignant, on va être chercheur, on va être les deux à la fois. On a plusieurs projets à la fois, on a des responsabilités collectives. C'est pas la même chose. Là, quand on est au doctorat, on est vraiment sur un projet qui est son projet et voilà, c'est une période un peu bénie, je dirais, de la vie. Ok, merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier mot ou un dernier conseil pour les doctorants qui nous regardent? Un conseil, c'est ayez conscience effectivement de toutes les compétences que vous développez, ayez conscience en fait de l'importance que vous avez pour la société, et puis surtout éclatez-vous. Voilà. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir participé à cette interview. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente en charge du doctorat à Paris-Saclay et que vous êtes la présidente du réseau national des collèges doctoraux. Et donc, encore une fois, merci et puis bonne soirée. Merci.